Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui encore, je vous lis un petit passage tiré de Illusions et mensonges de Jean-Paul Amaury, publié chez Folle Avoine. Jean-Paul Amaury, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam jusqu'il y a une semaine, car en musardant sur les rayons de la grande bibliothèque de Montréal, je suis tombé sur ce titre-là dans la section poésie. Titre qui m'a attiré. J'ai lu un ou deux passages. J'ai goûté de la nécessité de savoir goûter. J'ai goûté donc certains passages et j'y ai trouvé de quoi exciter mon appétit. Hier, manif, oui, oui, en m'en revenant de la grande bibliothèque, je songeais justement à ce goût mien pour les auteurs un peu obscurs, dédaignés, méconnus en fait, et je me disais que c'était là mes mets préférés. J'ai déjà raconté ou pas dans une autre vidéo que pendant très longtemps, bien avant qu'il devienne une très grande vedette, j'ai été un lecteur de Christian Bobin. Et pour moi, c'était un plaisir d'imaginer que Bobin n'écrivait que pour moi, que Bobin m'était destiné qu'à moi seul. On connaît la suite. Il est devenu un auteur renommé, célébré, fêté. Un auteur qui, malgré son immense succès, je lui conserve une bonne dose d'affection, mais je ne sens plus qu'il s'adresse à moi. Dans le dernier tome des carnets d'André Major, Prendre le large, il parle de Bobin, il dit que Bobin ne l'embobine plus, quelque chose d'approximatif. M'arrive de penser également que la célébrité, finalement, fait ombrage à la notoriété et qu'au fond, nous, lecteurs préférant l'obscurité à l'éblouissement aveugle des livres que tout le monde lit en même temps, cette activité commune qu'est la lecture, une activité communautaire qu'est la lecture. Je pense ici à le grand succès de Millennium. Tout le monde au bureau lisait Millennium. Lire devenait un geste grégaire, un geste de lecture mise en commun. Je n'ai jamais lu de cette manière. Ou encore 30 nuances de gris, qui est une sorte de monstruosité industrielle à l'usage de femmes dont le désir est rabaissé, ravalé, ou dont le désir est cadastré, qui nous rendra la juste mesure, le juste ton d'une femme véritablement désirante. Je doute fort que 30 nuances de gris puissent se livrer à ce nécessaire exercice. Alors oui, 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 trêve de considération sur la littérature, trêve de considération vagabonde sur la littérature. Hier, manif fort ennuyeux, je ne crains pas de le dire. Heureusement, j'y ai rencontré une amie Facebook, Tania, qui s'est incarnée. On s'est incarnés mutuellement, l'un devant l'autre. C'est assez curieux, ce nouveau rapport que nous entretenons avec nous-mêmes, avec ce double-là virtuel. Nous avons tous un double virtuel maintenant, un double fantomatique. Et elle avait l'impression de me connaître, forcément. Elle me lit. J'avais également l'impression de la connaître. Je la lis également. Parfois, elle nous révèle des choses sur sa vie privée, certaines choses qu'elle veut bien consentir à nous livrer. Et on a cette curieuse impression de se connaître. L'enjeu de se reconnaître restera, à mon avis, encore plus prégnant, plus d'importance dans les prochaines années,
parce que nous qui avons maintenant une vie virtuelle fantomatique, il nous faudra bien regagner, pour de bon, pour de vrai, notre vraie réalité existentielle, notre vraie réalité ontologique, qui, elle, ne se réduit pas à une apparition virtuelle, il va sans dire. Alors oui, hier, manif fort ennuyeuse, heureusement égayée par la présence de Tania, car c'était une manif cadastrée, une manif organisée par des syndicats qui veulent défendre leurs acquis, ce qui est tout à fait compréhensible. Dans la vie, il faut se battre pour conserver ce qu'on a, parfois, et parfois, il faut se battre également pour aller chercher de nouveaux pouvoirs. Mais il y avait peu de créativité. Nous étions très loin des belles soirées du printemps 2012 où les étudiants rivalisaient de poésie en nous offrant des manifs pleines d'ingéniosité, pleines de feu, pleines de vivacité. J'ai bien tenté pendant quelques minutes d'égayer le tout, mais c'était très difficile vu l'atmosphère contingentée de cette manif. M'a frappé aussi que les passants qui allaient à sens inverse, les passants sur le trottoir, qui allaient à sens inverse de la manif, eh bien, regardaient droit devant eux. Et c'était clair que leur front buté témoignait d'une grande hostilité à l'égard de notre manif. Et c'était saisissant comment ils étaient hostiles dans leur langage. Beaucoup avaient des sacs de cadeaux à la main. Hein. Nous sommes dans la période des fêtes. Et moi, je me suis mis à gesticuler, hein, à leur faire de grands signes en leur disant « On est invisible, regardez-nous, on est invisible. » Et non, rien à faire, droit devant eux. On imagine bien que dans le confort de leur voiture, s'ils avaient à avoir un accident sur l'autoroute, eh bien, ils regarderaient. Et sans doute risqueraient même un accident ou un bouchon, à tout le moins, en regardant la scène de l'accident. Ils feraient preuve de moins de pudeur ici. Alors, leur impudicité manifeste, pendant que nous manifestions, était à mon sens assez révélatrice de leur état d'esprit. Alors, je vais conclure là-dessus en vous lisant... Ah oui, je vais vous montrer, donc, je parlais de la grande bibliothèque. Je suis allé emprunter ceci à la grande bibliothèque. Marginalia, tome 1, de Jean-Paul Amaury. L'Empire, récit. La Convocation. Macabre, récit. Et enfin, Errance. Tous parus aux éditions Follavoine. Je pense que c'est une maison d'édition qui est basée en Bretagne. C'est à vérifier, mais me semble-t-il que c'est le cas. Alors oui, Amaury, ces livres sont si peu recherchés à la grande bibliothèque que certains d'entre eux ont été déposés dans une réserve d'oubliés, non pas de documents rares. Il y a une réserve d'auteurs oubliés à la grande bibliothèque. Alors, Illusions et mensonges, Marginalia, tome 2. L'époque confond encyclopédisme et culture. Elle est persuadée qu'un individu qui sait beaucoup, sait bien. Or, l'homme vraiment cultivé ne cherche nullement à tout savoir et à tout comprendre. Il fait le partage entre ce qui accroît la qualité et la profondeur de sa vision, de ce qui en augmente simplement l'étendue. Il distingue la connaissance, sélective mais essentielle, du savoir, abondant mais superficiel. Il préfère la compréhension synthétique et intuitive à l'explication analytique et discursive. L'encyclopédiste, parce qu'au fond, rien ne le concerne vraiment, parce que rien de ce qu'il découvre ne modifie sa vie, se rue sans discernement sur tout ce qui se présente et, plus attaché à la quantité des plats qu'à leur pouvoir nutritif, dévore avidement tout ce qui passe pour comestible.
L'homme de culture, au contraire, s'est forgé au long des années un goût exigeant, un regard et un flair sans faille qui le font écarter d'instinct les aliments frelatés ou insipides. Il reconnaît très vite la nourriture dont il a besoin. Bien loin de s'intéresser à tout, il s'intéresse à peu de choses. Mais, alors, il fait preuve de passion parce que ce dont il se nourrit le grandit, lui apporte non seulement plaisir et énergie, mais bonheur. L'homme de culture a une âme plurielle, une sensibilité polymorphe, un esprit curieux, imaginatif, créatif, une intelligence subtile, souple et fertile. J'ai envie de rajouter, j'ai entendu dans une vidéo aujourd'hui sur la Furia de Nîmes, le 50e anniversaire de la Furia de Nîmes, une fête où les taureaux et les toréadors se mêlent dans un rapport amoureux avec entre eux et des gestes sûrs, subtils et raffinés. À l'encontre du spécialiste, il ne se satisfait pas d'un seul domaine. À l'encontre de l'encyclopédiste, il n'emprunte pas toutes les routes du savoir. Plus soucieux de découvrir que de posséder et d'expérimenter que de légiférer, il ferait ses propres chemins, parcourt des contrées inconnues et, nomade de la connaissance, ne craint ni de marcher en pure perte, ni de s'égarer, et aurais-je envie de rajouter de s'ensauvager. Il ne redoute rien tant que la monotonie des plaines. Il aime les sommets et les abîmes qui l'obligent à varier son allure et son rythme et lui permettent de multiplier les points de vue. Dépourvu de cartes et de boussoles, avançant sans a priori et sans but défini, il se fie à l'expérience, aux contraintes de laquelle il accepte de se plier. Il fait feu de tout bois. Il accepte la nuance, la différence, la singularité, l'exception. Il aime le divers, le mouvant, les métamorphoses. Il ne se cabre pas lorsqu'il rencontre des contradictions, des écueils, des impasses. Le mal et la souffrance lui semblent aussi nécessaires et riches d'enseignements que le bien et le plaisir. Les illusions et les erreurs lui paraissent aussi intéressantes à questionner que le vrai. Il cherche rarement à conclure. Il se contente, pour son propre plaisir, d'établir la carte des lieux qu'il a parcourus, carte dont il sait l'exactitude partielle et révisable. Il établit des relevés, des estimations, des évaluations qui valent avant tout pour lui. Il ne cherche ni à prouver, ni à convaincre, ni à séduire, encore moins à enseigner. Mais il est ravi si les hommes qui prennent connaissance de ses observations s'en servent non pour exploiter ses découvertes, mais pour se risquer à leur tour dans l'inconnu. Ben voilà, oui, voilà, ne pas enseigner. Ça, je vous dirais, c'est la chose que j'ai appris très, très tôt, que je ne pouvais pas enseigner parce que j'ai détesté l'école. Et hier, pendant la manif, j'ai aperçu quelques profs d'université aux couleurs tangerines. Et je me disais, quelle merveilleuse position. On gagne sur tous les tableaux, on a raison sur un plan théorique, on conserve son salaire sur un plan pratique, et jamais on subira de blessures narcissiques. Épargnés seront-ils en faisant la promotion d'un parti qui restera pour toujours, je le crains fort, ou je m'en réjouis, dans les limbes. J'ai cherché en vain mes coéquipiers du Parti québécois qui, eux, connaissent la défaite et savent également combien peut être
hasardeux, pénible, salissant, mortifiant, blessant, l'exercice parfois nécessaire du pouvoir. Portez-vous bien, connaissez la suite. Ma page Facebook est très active aujourd'hui. J'aime tellement écrire sur Facebook. C'est amusant, ça aussi, parce qu'il y a une proximité, une immédiateté qui est vraiment fort engageante. Alors, ma page Facebook, ma chaîne YouTube, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges, où je lancerai mardi, le 2 décembre, dans l'anonymat le plus total, il ne se passera rien. Je vais lancer l'exécution du testament de Sade, de Jean-Marie Apostolides. On fera un vrai lancement lorsque Jean-Marie sera parmi nous à Montréal. Jean-Marie qui est professeur d'université à Stanford. Et donc, vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 si vous voulez vous réserver un exemplaire. C'est un petit tirage, tout petit. Et après, ben, il y aura une réédition avec un autre éditeur. J'ai le choix. J'ai le choix entre deux maintenant. Je peux quasiment négocier maintenant mes coéditions. Rendu là pour prendre le taxi de la distribution. Allez, portez-vous bien, bon dimanche.